Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce journal dont voici les différentes articulations. Plusieurs formations du district sanitaire de Dakoro, région de Maradi, ont reçu la visite du ministre en charge de la Santé en mission dans la dite région. Le médecin colonel-major Garba Hakimi est allé s'enquérir des conditions de travail des agents et du fonctionnement de ces structures sanitaires. On en parle dès le début de ce journal. Visite terrain du ministre de l'Équipement et des Infrastructures de la ville de Niamey. Le colonel-major Salissou Mahaman Salissou est allé constater les menaces des infrastructures routières suite aux inondations et aussi s'intéresser à l'occupation anarchique de plusieurs grandes voies de la capitale. Les détails à suivre également dans cette édition. Et puis réception provisoire par la ministre de l'Énergie des travaux de renforcement de la boucle haute tension de Niamey, une infrastructure qui permettra d'améliorer la qualité de service de l'électricité fournie aux populations de Niamey et ses environs. Les échos dans un instant. Ravi de vous retrouver pour cette édition, une mission conjointe ministère de la Santé, partenaires techniques et financiers était hier à Dokoro, région de Maradi, conduite par le médecin colonel-major Garba Hakimi. La délégation a visité plusieurs formations du district sanitaire de Dokoro. Objectif, s'inquérir des conditions de travail des agents et du fonctionnement de ces structures sanitaires. Le point avec Gunga Gibrima et Nassur Nakakali. Cette mission du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, accompagnée du gouverneur de la région de Maradi, du secrétaire général du ministère, des cadres centraux, régionaux et départementaux et responsables des forces de défense et de sécurité, vise à s'enquérir des conditions de travail des agents et le fonctionnement des structures sanitaires de la région. À Sabon-Machi, première étape de cette visite, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu au CSI de la localité où il s'est tanki des efforts déployés par le personnel pour améliorer la couverture sanitaire. Au cours d'une réunion avec les populations et le personnel, il a transmis les salutations et les encouragements des plus hautes autorités de notre pays. Même exercice à la case de santé de Babankori, où il a constaté de visu les conditions de travail des agents et apprécié leurs efforts pour assurer des soins de qualité aux populations. À Malankaka, toujours dans la commune de Sabon-Machi, la délégation ministérielle s'est entretenue avec le relais communautaire du village. Motivé, dynamique et très apprécié des communautés, la bénévole a reçu les encouragements du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour son engagement, un montant de 157 000 francs CFA mobilisé sur place lui a été officiellement remis par le ministre. À l'hôpital du district de Dakoro, de la pédiatrie à la maternité en passant par le bloc opératoire, la salle radio ou encore l'incinérateur, le ministre et sa délégation ont fait des observations et ont formulé des recommandations pour améliorer la qualité des services de soins. La forte mobilisation des populations autour des services de santé, l'amélioration de la plupart des indicateurs clés de suivi du développement, du plan de développement sanitaire et social, la disponibilité et la fonctionnalité de la chaîne de voie destinée au vaccin, la disponibilité des partenaires appuyant le district sanitaire, la fonctionnalité du plateau technique de l'hôpital du district de Dakoro, la disponibilité de la majorité des médicaments essentiels. Comme point à améliorer, c'est d'abord l'état des infrastructures visitées, clôture du centre de santé intégré de Sabon-Machi et de la carte de santé de Bobankoy, le besoin en moto pour les activités foraines, la faiblesse de la couverture sanitaire du district, l'utilisation des services au niveau de certaines formations sanitaires, la gestion des déchets associés aux soins à tous les niveaux. La délégation ministérielle a aussi visité l'unité de production des farines fortifiées Garignara. Médecin colonel Garba Hakimi a encouragé les femmes transformatrices et a magnifié leur engagement pour le bien-être nutritionnel des enfants. Dans les structures de santé visitées, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a insisté sur le respect des normes d'incinération, la gestion transparente des produits périmés et le maintien en bon état des plateaux techniques. Au terme de la visite, la délégation a rendu des visites de courtoisie aux honorables chefs de canton de Kornaka et Bernilale Dakoro.
Je l'annonçais en titre, le ministre de l'Équipement et des Infrastructures a effectué cet après-midi une visite terrain dans la ville de Niamey. Le colonel-major Salissou Mohamed Salissou s'est rendu dans les arrondissements communaux 1 et 2 pour constater les menaces sur des infrastructures routières suite aux inondations et aussi s'intéresser à l'occupation anarchique de plusieurs grandes voies de la capitale. Le point avec Rachida Senjori et Ousmane Konaté. Soucieux du bien-être de la population, le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, comme à ses habitudes, a réagi promptement à l'alerte des citoyens lancée à travers une vidéo sur les réseaux sociaux, faisant état de la dégradation d'une partie de l'axe RN24 route Niamey-Oualam. Après avoir instruit les techniciens pour la prise en charge effective de la situation, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou s'est effectivement déplacé pour constater l'avancement des travaux. Sur les lieux, les agents sont à pied d'œuvre. Des travaux de réhabilitation par-ci, des remblayages par-là et le curage de certains caniveaux ayant contribué visiblement à la dégradation de la route. Pour le ministre, la protection des riverains est primordiale. Aussi, la préservation des acquis en matière d'infrastructures routières est plus que nécessaire en ces moments. L'autre sujet ayant attiré l'attention du ministre de l'Équipement et des Infrastructures a effectué cette visite terrain dans les arrondissements communaux 1 et 2 et l'occupation anarchique des voies publiques par des boutiquiers et des vendeurs ambulants. Le rond-point francophonie, la route Tchangare, Koubia Poste en sont des exemples pointus. Point de laxisme sur la question, elle expose la population à moult éventualités. Non seulement elle obstrue la circulation et bloque les caniveaux et autres passages d'eau, mais surtout expose les occupants à des risques de tout genre, des circonstances évitables pourtant. Pour le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, l'administrateur délégué de la ville de Niamey et ceux des arrondissements communaux ont le devoir d'initier une opération de déguerpissement afin de libérer la voie publique pour une circulation routière plus fluide et surtout pour sauver des vies. Donc cette dégradation doit nous interpeller tous pour que, aussitôt constaté, aussitôt on agit pour préserver cet investissement qui est fait au profit des populations. Et aussi, nous avons profité au cours de cette visite pour constater l'occupation anarchique de cette voie publique. Donc nous avons profité pour parler aux gens et leur dire que cette voie-là, elle est faite pour eux. Nous avons le devoir d'abord de protéger la vie humaine. Parce que ceux qui occupent anarchiquement cette voie, si par hasard il y a un accident, ça va finir, les véhicules vont finir leur course. C'est des morts qu'on va avoir qu'on aurait pu éviter. Et donc, en prenant les dispositions pour que les gens ne viennent pas s'installer là où il ne faut pas, ça va nous permettre de préserver ces vies humaines et ça va nous permettre aussi de préserver cette voie. Le ministre de l'Équipement et des Infrastructures a été ferme quant aux dispositions à prendre sur la sécurité routière et la préservation des infrastructures. Ça y va de l'intérêt de la population. Par ailleurs, la ministre de l'Énergie a procédé ce matin à Niamey à la réception provisoire des travaux de renforcement de la boucle haute tension de Niamey. Cette infrastructure financée par la Banque mondiale relie Niamey 2 à Gourbanda en passant par les postes de Niamey Nord et Goudel, améliorant ainsi la qualité de service de l'électricité fournie aux populations de Niamey et ses environs. Le point avec Ramot Adam Khali et Hassan Moussa. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'accélération de l'accès à l'électricité au Niger, le projet Haske financé par la Banque mondiale, la société nigérienne d'électricité Nigélec a organisé cette cérémonie solennelle de réception provisoire de la boucle haute tension de Niamey, une infrastructure stratégique qui vise à améliorer considérablement la qualité, la fiabilité et la sécurité de l'alimentation électrique dans la capitale et ses environs. Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet ont permis de renforcer les capacités énergétiques des postes de transformation de Goudel, Niamey Nord, Niamey 2 et Gourbanda. Une modernisation du réseau qui permettra de réduire les coupures tout en optimisant la distribution. Aujourd'hui, la boucle forme un anneau moderne qui équilibre les charges entre les différents postes, réduit les pertes techniques
et assure une meilleure qualité de service pour les ménages et pour les entreprises. La Banque mondiale restera aux côtés du Niger pour soutenir la mise en service du centre de contrôle de Niamey et la poursuite des réformes visant à améliorer l'accès, la fiabilité et la durabilité du service électrique. Les travaux de renforcement de la boucle haute tension de Niamey constituent une étape clé dans la stratégie nationale d'accès universel à l'électricité, en adéquation avec la vision des autorités de la refondation pour un Niger émergent et énergétiquement autonome, selon la ministre de l'Énergie. Mon département ministériel est pleinement engagé dans la mise en œuvre d'un vaste portefeuille de projets qui englobe tous les segments du système électrique, à savoir la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique. Les travaux de renforcement du réseau de transport et de répartition qui viennent d'être achevés vont permettre non seulement d'augmenter la capacité de transit d'énergie qui va passer d'environ 70 MW d'un poste à un autre à un peu plus de 200 MW, de réduire les pertes d'énergie de transit, les pertes d'énergie dans le système électrique, ce qui constitue un gain considérable dans l'efficacité et la performance de la Nigélec, de porter la capacité d'évacuation de l'énergie de la centrale solaire de Gouroubanda de 30 à 100 MW et de réduire les risques électriques et électromagnétiques grâce à des supports non seulement esthétiques, mais aussi ayant une grade au sol plus importante. Les nouveaux poteaux de type tubulaire ont des hauteurs de 33 à 35 mètres en remplaçant des pylônes en treillis de hauteur 21 mètres. Une visite des installations techniques de cette boucle longue de 35 km par les officiels a marqué la fin de cette cérémonie. Suite de cette édition, cérémonie d'ouverture ce matin du 7e congrès des experts comptables de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Cette importante rencontre est organisée par l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Niger. Le compte rendu est signé Rachida Ali Abdou et Imran Boubacar Mega. Plus de 500 professionnels de la comptabilité venus des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée-Bissau, à prendre part à ce 7e congrès des experts comptables de l'UEMOA. Congrès placé sous le thème compétences de demain, formation, spécialisation et adoption au changement. L'objectif vise à réfléchir à la façon dont les experts comptables agréés pourraient mieux accompagner les entreprises dans un contexte de digitalisation, d'autonomisation et de concurrence accrue pour la zone UEMOA. Le congrès constitue un espace privilégié de réflexion, d'échange et de concertation entre les professionnels du chiffre, décideurs publics et privés, enseignants, étudiants et partenaires techniques. Ce cadre contribue non seulement à renforcer la cohésion entre les ordres membres, mais aussi à accompagner la Commission dans la mise en œuvre de sa vision d'une intégration économique fondée sur la transparence, la bonne gouvernance et la fiabilité de l'information financière. Ce congrès permettra aussi de mettre en lumière l'évaluation rapide de la profession comptable et des compétences exigées pour rester pertinent dans un contexte marqué par la digitalisation. Les pays de notre Union sont confrontés à des enjeux majeurs de souveraineté économique dans un contexte mondial en mutation rapide. Instabilité géopolitique, transition énergétique, défis climatiques, numériques et financiers. Face à ces réalités, la profession comptable n'a pas seulement un rôle technique, elle a une responsabilité stratégique, celle de garantir la fiabilité de l'information financière, la transparence et la bonne gouvernance des ressources publiques et privées. Pour le Niger, être hôte de ce congrès représente une vraie vitrine, selon Mohamedou Malan, président de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Niger.
Le Niger est honoré d'abriter cette 7e édition, ce qui traduit la confiance à l'égard de notre ordre et la reconnaissance du dynamisme des professionnels nigériens qui s'investissent quotidiennement pour imposer des valeurs d'intégrité, de compétence et d'indépendance qui fondent notre noble profession. Dans son allocution, le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances chargé du budget, Mahaman Sidi, a mis un accent particulier sur la modernisation du système budgétaire et comptable d'État avec la mise en œuvre progressive du cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA. Chers experts comptables, la formation est pour vous un impératif de survie et de compétitivité. C'est le moteur de toute transformation durable. Le gouvernement du Niger partage pleinement cette vision et s'engage à poursuivre ces réformes. Nous promouvons la transparence, nous renforçons la gouvernance et nous comptons sur votre expertise pour accompagner cette marche. Des réformes structurelles importantes ont été entreprises. La modernisation du système budgétaire et comptable de l'État, avec la mise en œuvre progressive du cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA, le renforcement de la gouvernance financière et la digitalisation des procédures et la promotion de la reddition des comptes à travers les institutions supérieures de contrôle. Le 7e congrès des professionnels comptables de l'UEMOA représente une étape importante pour la profession dans l'espace ouest africain et un moment phare pour le Niger en tant que pays hôte avec un thème résolument tourné vers l'avenir. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a procédé ce matin à l'installation officielle de l'Observatoire national de l'état civil. L'Observatoire, organe consultatif, se veut un outil d'aide à la décision sur toutes les questions autant pour moi, se rapportant à l'état civil. Le point avec Nefis Abadamassi et Abdoulaye Hamidou. L'état civil, connu de tous, joue un rôle crucial dans la vie d'un être humain. Celui de créer et de tenir les registres des événements majeurs de la vie d'une personne, de sa naissance à son décès, en passant par le mariage, afin de garantir son identité juridique et de fournir des données essentielles aux administrations et aux citoyens. La cérémonie de ce jour, mardi 21 octobre 2025, consacrée à l'installation officielle de l'Observatoire national de l'état civil, revêt donc d'une importance stratégique à la fois pour l'État et toute la nation nigérienne. Cette action cadre parfaitement avec la vision de son Excellence, c'est le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Pour mieux comprendre le sens et la portée de l'Observatoire national de l'état civil, il importe de vous faire un bref aperçu sur la mission assignée à un système d'état civil dans un état moderne et son importance dans la vie du citoyen. Il est connu et admis de la majorité des Nigériens que l'action gouvernementale repose en grande partie sur des plans et programmes lesquels sont conçus sur la base de données statistiques, économiques et démographiques fiables produites par les administrations créées par l'État à cet effet. Les membres de l'Observatoire national de l'état civil, composés notamment des secrétaires généraux des ministères sectoriels concernés, des directeurs généraux et centraux, partenaires techniques et financiers, avec à leur tête le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, auront pour mission de consolider les acquis engagés par l'État du Niger depuis l'indépendance à nos jours, afin de matérialiser les innovations apportées. La dernière réforme, la plus ambitieuse de l'état civil, est celle effectuée en 2019, dont la mise en œuvre se poursuit. Cependant, pour matérialiser toutes ces innovations et créer les conditions nécessaires pour mieux répondre aux besoins de la population et de l'administration, l'état civil doit disposer de ressources essentielles, aussi bien humaines, matérielles, financières, et pouvoir fonctionner correctement.
Il est désormais attendu des membres de l'Observatoire national de l'état civil un engagement nécessaire pour faire de l'état civil un instrument nécessaire au service des populations et des administrations publiques et privées. Pour ce faire, la rencontre d'installation a été mise à profit par chacun des membres de l'Observatoire de connaître le rôle qu'il aura à jouer dans cette démarche. Le président de la commission paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale du Conseil consultatif de la refondation a effectué ce matin une série de visites auprès d'institutions partenaires. L'objectif est d'échanger avec les responsables pour élaborer des plans d'action et mener efficacement les missions de sécurisation du territoire national et la consolidation de la paix. Le compte rendu avec Hassimi Abdoulaye et Idrissa Oumarou. Accompagné par ses proches collaborateurs, le président de la Commission paix et sécurité du Conseil consultatif de la refondation a débuté sa visite à la Haute Autorité pour la consolidation de la paix, HACP, où il a été accueilli par le premier responsable des lieux, le général de brigade Didili Amadou. S'en est suivi une réunion d'échange entre les deux parties. Au menu, élaborer une feuille de route solide et des plans d'action pérennes pour répondre aux défis sécuritaires conformément aux missions assignées par les plus hautes autorités du Niger. Bachir Haruna Ambali a félicité et encouragé la HACP pour toutes les actions menées depuis des années pour la stabilité du Niger, notamment dans la région de Difa. La délégation, conduite par le président de la Commission paix et sécurité, a poursuivi sa visite au Centre national d'études stratégiques et de sécurité CNES, où il a été reçu en audience par le directeur général de l'institution, le colonel-major Mahamadou Bako. Là également, les échanges ont été axés sur la consolidation des acquis en matière de solutions idoines pour la sécurisation des pays de l'AES et des perspectives pour leur renforcement. Le Centre pour le dialogue humanitaire HD Niger et la Commission nationale du dialogue social CNDS ont été les autres étapes de ces visites riches en enseignements. On se réjouit au nom du Conseil consultatif de la refondation et également au nom de la Commission paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale pour cet accueil et également pour cet avis favorable pour pouvoir travailler main dans la main et soutenir toutes les actions de l'État et apporter notre contribution au bien-être de la population. Donc notamment les zones qui sont en conflit et les autres zones pour pouvoir œuvrer dans le bon sens et dans le même sens selon la volonté du président de la République. Donc nous allons œuvrer ensemble pour atteindre ces objectifs pour la refondation de notre pays, également pour que la paix règne dans l'espace AES de manière générale. Ces rencontres avec les partenaires stratégiques démontrent à suffisance l'engagement des responsables de la Commission paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale à répondre efficacement aux attentes des autorités de la refondation. D'autres visites au niveau de ces mêmes partenaires seront programmées très prochainement afin de mûrir les réflexions autour de la stabilité des pays de l'AES. À Dosso, les chefs traditionnels de la région se sont réunis la semaine dernière dans la capitale des Germakoy à l'effet d'examiner la situation sécuritaire et de contribuer davantage à la sécurisation des populations. L'initiative du président de la commission paix, sécurité et réconciliation nationale a enregistré la participation des organisations et institutions telles que le Centre national d'études stratégiques et de sécurité. Gérard Ablaziz pour le compte rendu. C'est en marge de la prière collective qui a eu lieu à Dosso vendredi dernier, sur initiative du sultan Ahmadou Souna Seydou Germakoy, qui est le président de la commission paix, sécurité et réconciliation nationale du Conseil consultatif de la refondation CCR. L'honorable Bachir Haruna Ambali a eu l'heureuse initiative de réunir autour de lui les chefs traditionnels de la région. Trouver les voies et moyens pour accompagner les autorités de la refondation pour une lutte efficace contre l'insécurité de manière générale et le terrorisme en particulier, tel est le but visé par cette rencontre. Il faut que nous nous organisions pour savoir quels sont nos ennemis, où est-ce qu'ils sont, combien ils sont, quelles sont leurs méthodes de travail, quelles sont les meilleures méthodes d'opération. Cela est possible. Il faut du renseignement. Nous avons des éléments de renseignement. La population également peut aider à donner ces renseignements-là
à l'autorité officielle pour que l'on puisse prendre des dispositions en conséquence. Tu ne peux pas faire la guerre quand tu ne connais pas ton ennemi. Ont participé à cette réunion des organisations et des institutions œuvrant pour la stabilisation, comme le Centre national d'études stratégiques et de sécurité, CNES. C'est dans le cadre de cette quête de la stabilité du Niger qui constitue en fait une responsabilité collective que le Centre national d'études stratégiques et de sécurité a tenu à participer en tout cas à cette rencontre, et surtout dans notre rôle d'alerte, d'assistance et d'éclairage. Donc c'est assez intéressant d'être au plus proche de la population dans le sens d'être en contact avec les autorités locales pour prendre la température du terrain, comprendre les différents mécanismes de ce qui se passe du point de vue sécuritaire dans la région de Dosso et en même temps voir quelles sont les réflexions, les propositions que nous pouvons élaborer et proposer aux autorités, aux hautes autorités de la République du Niger. Cette énième rencontre témoigne de la volonté et de la détermination de l'honorable Bachir Harouna Ambali à œuvrer pour l'accomplissement de sa mission de président de la commission Paix, Sécurité et Réconciliation nationale du Conseil consultatif de la refondation CCR. Et puis 2 semaines après la tenue de l'édition 2025 de la cure salée tenue à Ingel, l'heure est au bilan de l'organisation au niveau de la région d'Agadez. Ce bilan est globalement satisfaisant selon le rapport général du comité technique régional. Diallo Abdul Jalil et Bachir Harouna pour le compte rendu. La cure salée 2025 a au niveau de la région d'Agadez connu son épilogue par cette cérémonie au cours de laquelle le gouverneur de la région, président du comité régional d'appui à l'organisation de cet important événement, a présenté le rapport des activités menées par les différentes commissions. Un rapport établi à partir d'une étude menée par la commission suivi-évaluation. La majorité des participants enquêtés perçoivent l'organisation globale de l'événement comme plutôt satisfaisante. Au total, 76% considèrent l'organisation comme bonne ou très bonne, tandis que 24% la jugent moins satisfaisante. Ces résultats indiquent une perception majoritairement positive de l'organisation globale de l'événement de la cure salée édition 2025. Les réponses des différents participants soulignent que la réussite de la fête de la cure salée à Ingal s'est reposée principalement sur un dispositif, un système de sécurité efficace, sur la cohésion sociale et le rassemblement entre les différentes couches sociales. En outre, la présence et le soutien des autorités régionales et nationales, la participation active des acteurs locaux, notamment les éleveurs, les artistes, les chefs traditionnels et la jeunesse, ont été salués. Par ailleurs, les manifestations culturelles telles que la fantasia, les prestations artistiques, les différents défilés et la valorisation du patrimoine culturel local ont également contribué au succès de l'événement. Enfin, une organisation bien structurée avec un encadrement adapté et la collaboration entre différents intervenants a permis d'assurer une fête dynamique, sécurisée et fédératrice. Quelques insuffisances ont été cependant relevées et des recommandations et suggestions émises afin de parfaire davantage l'organisation des prochaines éditions de la cure salée. Il s'agira pour les prochaines éditions de débloquer les moyens à temps afin de commencer les préparatifs et d'éviter les difficultés de coordination et de mise en place des infrastructures. S'assurer du respect du calendrier de la cure salée prévu au cours de la 3e décade de septembre pour éviter la descente des transhumants avant la célébration de la fête. Prévoir des hébergements suffisants et adaptés, des hangars pour les animaux, des stands modernes, des abris, des installations électriques, des points d'eau et des espaces couverts en cas de pluie ou de vent. Maintenir un système de sécurité efficace, à l'instar de celui de la présente édition, disposer d'une équipe médicale permanente et assurer la disponibilité de médicaments et d'équipes de veille sanitaire pour assister les malades. Impliquer les médias locaux, sensibiliser en langue traditionnelle et faire une communication efficace en amont et pendant l'événement. Et enfin, renforcer la coordination entre toutes les équipes, organisations, hébergement, restauration, sécurité, médias. Désigner des commissaires compétents et disponibles dans la gestion des commissions de travail. La cérémonie de présentation du rapport général de la cure salée a pris fin par la remise de témoignages officiels de satisfaction à quelques acteurs pour leur implication
dans l'organisation de ce grand événement tenu du 4 au 6 octobre 2025 à Engal, dans la région d'Agadez. Le syndicat national des contrôleurs aériens a célébré hier la journée internationale des contrôleurs aériens. La rencontre a réuni plusieurs acteurs du secteur aéronautique pour rappeler l'importance de leur noble mission. Le point avec Abdelmajid Aman Oumarou et Youssouf Samaïla. À l'occasion de la journée internationale des contrôleurs aériens, le syndicat national des contrôleurs aériens du Niger, SICA, a organisé une rencontre rappelant l'importance de la noble mission à eux confiée, celle d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Je suis pleinement conscient des défis immenses qui nous attendent. Redonner au SICAN toutes ses lettres de noblesse, renforcer son ancrage, défendre avec rigueur nos droits, protéger nos acquis et faire entendre la voix des contrôleurs aériens du Niger avec fierté et fermeté. Le combat syndical n'est jamais aisé et le contexte dans lequel nous évoluons appelle plus que jamais à l'unité, à la lucidité et au courage. Mais je vous le dis aujourd'hui, je défendrai le contrôleur avec force et conviction. Rien ne nous est impossible si nous avançons ensemble. Au cours de cette cérémonie, présidée par le représentant du nouvel secrétaire général élu, le syndicat entend renforcer son ancrage en matière de contrôle aéronautique au Niger. Des performances qui vont encore se poursuivre toujours sous le signe de l'excellence grâce à la rigueur et à la qualité du service, ainsi qu'au suivi assuré par les responsables du contrôle aérien. Cette rencontre a vu également la participation de plusieurs acteurs du secteur pour une meilleure gestion des airs et s'est clos sur une note de satisfaction générale. Du sport à présent, où du 17 au 19 octobre dernier, la capitale de l'Ader a abrité le championnat national de pétanque, la 21e édition. 3 jours durant, le championnat a fait vibrer la ville de Tawa avec la participation de 8 régions du pays. Le point avec James Titi. Placé sous le signe du renouveau de la cohésion, le 21e championnat national de pétanque a réuni à Tawa les meilleurs boulistes venus de 8 régions du Niger dans une ambiance fraternelle et sportive. Cette édition intervient 2 mois après l'installation du nouveau bureau exécutif national de la FENIBOUL, élu ici même à Tawa le 23 août dernier. Un bureau qui s'est fixé pour mission d'offrir plus de visibilité à la pétanque nigérienne à travers des compétitions régulières nationales et internationales, tout en renforçant la participation des jeunes et des femmes, a indiqué le président du bureau exécutif national lors de la cérémonie d'ouverture. À l'issue de 3 jours de compétition, la finale a opposé la région d'Agadez à Niamey, un match qui a pris fin sur le score de 13-9 en faveur de la région d'Agadez. Soulignant qu'avant le match de la finale, le public a eu droit à un match de démonstration exceptionnel joué par de jeunes filles passionnées de pétanque, une initiative fortement saluée par le public. La cérémonie a été marquée par la remise des prix aux meilleurs tireurs de précision, dont le champion Ibrahim Attou, suivi la remise des prix aux 4 premiers du grand concours. Nous voulons tout simplement dire merci. Merci d'abord au Tout-Puissant qui nous a permis de commencer dans de sérénité et d'en finir en beauté. Je pense que la ville de Tawa a été bien servie. Nous voulons remercier très sincèrement tous les acteurs qui se sont mobilisés pour la réussite de cette 21e édition. Merci, que les bons dieux nous assistent et nous accompagnent pour la 22e édition prochainement. Le secrétaire général de la région de Tawa, Yacouba Soukourajou, a salué la présente initiative. Aujourd'hui, j'ai découvert un sport qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de temps. Rares sont les sports qui se pratiquent jusqu'à des heures tardives. Et curieusement, personne n'a pu quitter les lieux, tellement c'est passionnant. Ces cérémonies de sport, c'est la cohésion sociale, et la fraternité, et je dirais c'est le Niger qui gagne. Une compétition qui traduit ainsi le symbole de fraternité, de discipline et de patriotisme dans un Niger résolument tourné vers la renaissance et la fierté nationale.
En partie magazine, le journal de l'Alliance des États du Sahel, les activités officielles et le reportage du Mali et du Burkina Faso avec nos confrères de la Confédération de l'AES sous la supervision de Abdoulaye Coulibaly et avec les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont permis de vous dire tout sur toutes ces questions. Nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie de notre programme. Au revoir. Après Lomé en 2024, c'est Bamako qui abrite cette année la 5e édition du marché des innovations et des technologies agricoles MITA, événement phare de la promotion de la recherche et de l'innovation agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le marché des innovations agricoles est un cadre d'échange, d'informations technologiques et innovations au profit du public et des professionnels agricoles. L'édition 2025 du marché est placée sous le thème « Les technologies et innovations agricoles pour la gestion intégrée des sols ». Ce choix n'est pas fortuit car il figure parmi les objectifs du CORAF qui vise à promouvoir l'adoption massive des technologies et d'innovations climato-intelligentes. Gestion intégrée des sols, mais également de gestion intégrée de l'eau. Ces technologies doivent renforcer la résilience de nos systèmes agricoles, améliorer la productivité et contribuer à la lutte contre la pauvreté chronique et le chômage des jeunes. On fasse des efforts réels pour financer nos propres politiques agricoles. Il n'y a pas d'alternative à cela. Que nous faisons le maximum pour augmenter le niveau d'accès aux ressources productives pour la majeure partie des producteurs africains. Selon le Premier ministre au Mali, l'agriculture contribue à 40% du produit intérieur brut, emploie plus de 70% de la population active et représente la principale source de revenus de 80% des populations rurales. Le Mali modernise son agriculture à travers le programme national d'investissement dans le secteur agricole, le programme de développement des filières agricoles, l'intensification de la production risicole, notamment à l'Office du Niger et dans le delta du Niger, la promotion de l'élevage et de la pêche, des mécanismes de financement innovants adaptés aux réalités de nos producteurs. Un accent particulier est mis sur la recherche et l'innovation pour améliorer la productivité et renforcer la résilience de nos systèmes agricoles face au changement climatique, la dégradation des ressources naturelles et aux contraintes financières. Le thème de cette 5e édition, à savoir, je cite, « Technologies et innovations agricoles pour la gestion intégrée des sols », fin de citation, est pertinent. Face à la dégradation des sols et aux perturbations climatiques, nous devons adopter des solutions novatrices et durables. En ce qui concerne notre pays, plusieurs actions concrètes ont été engagées. Il s'agit notamment de la promotion des techniques de conservation des eaux et des sols, la restauration de plus de 100 000 hectares de terres dégradées, la promotion des biofertilisants et amendements organiques, la construction et la réhabilitation d'infrastructures hydrauliques, l'aménagement de bas-fonds et de petits périmètres irrigués. Mesdames et messieurs, les innovations technologiques présentées à ce forum, notamment dans le domaine de la gestion des sols, ouvrent de nouvelles perspectives entrepreneuriales pour nos jeunes agripreneurs. Nous encourageons ces jeunes à saisir les opportunités et à devenir des acteurs de la transformation agricole de notre pays. Lors de cette édition sera décerné pour la 2e fois le prix de l'innovation agricole Abdoulaye Touré. Ces prix récompensent des chercheurs, inventeurs, institutions de recherche et entreprises privées dont les innovations ont un impact mesurable sur les systèmes agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit du prix de l'innovation agricole Abdoulaye Touré, institué par le CORAF en collaboration avec la Banque mondiale, du prix de l'innovation agricole du Mali. Ces prix viennent reconnaître l'effort, le mérite et la créativité des inventeurs, chercheurs et innovateurs qui consacrent leur intelligence au profit du secteur agricole. Ces prix constituent un puissant signal envoyé à tous nos chercheurs, nos innovateurs et entrepreneurs pour une prise en compte accrue des technologies agricoles dans leur programme de recherche.
Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'œuvrer tous ensemble pour transformer l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Au programme de ces forums de 5 jours, un panel ministériel sur les politiques d'acquisition des technologies et innovations agricoles, des expositions suivies de présentations des technologies et innovations agricoles de pointe, des rencontres B2B, des panels et des communications. La cérémonie est suivie d'une visite guidée des stands d'exposition où sont présentés au chef du gouvernement les innovations et technologies agricoles. Ils ne demandent pas à être regardés de haut, juste à être vus pour ce qu'ils accomplissent. Il suffisait de faire un tour dans les stands pour mesurer non pas leur taille, mais l'immensité du travail abattu par ces femmes et ces hommes de petite taille. De la transformation agroalimentaire à la fabrication de produits artisanaux, 72 heures durant, elles mettront en lumière leurs talents parfois insoupçonnés. Ce salon permet de montrer les capacités et le savoir-faire des personnes vivant avec handicap en général et particulièrement des personnes de petite taille. Il permet également d'informer, de sensibiliser et de faire le plaidoyer auprès des plus hautes autorités de la transition, les partenaires au développement ainsi que le grand public. Plus qu'une simple exposition, ce salon premier du genre prépare les personnes de petite taille aux défis de la créativité, de l'innovation et à l'adaptation. On doit essayer de transformer les défis en opportunités. Depuis l'année dernière, le ministère de la Santé et du Développement social, on est dans une dynamique de passer de l'assistanat au développement. La preuve, aujourd'hui, on a vu parmi les exposants des personnes qu'on a eu à aider lors de la dernière édition. À cet effet, des dispositifs spécifiques seront renforcés pour favoriser l'autonomisation économique des personnes handicapées, notamment par le biais de la formation professionnelle, de l'accès au microcrédit et de la participation au marché public. La célébration de ce 17e anniversaire est couplée à la 30e édition du mois de la solidarité. Cette semaine est d'ailleurs dédiée aux personnes vivant avec handicap. Une aubaine pour réaffirmer leur place et contribution au développement du pays à travers un entrepreneuriat inclusif. Dans les locaux de la coopérative COPAC ce jour, un invité spécial venu pour encourager les promoteurs et travailleurs de cette unité. Une coopérative spécialisée dans la culture et la transformation des produits 100% bio, du moins de l'avis des premiers responsables. Les agrumes, les produits forestiers non ligneux, les produits de tout genre, comme la mangue et l'anacade, sont transformés en sirop, jus ou autres vinaigres, conformément à la vision du président du FASO. Une entreprise moderne qui force ici l'admiration. Mathias Traoré met ensuite le cap sur 2 autres unités industrielles spécialisées dans l'agroalimentaire, Dafani et le groupe Presta Sud. Le ministre en charge de la fonction publique est admiratif des performances économiques et de la résilience dont font montre ces 2 entités, tout en portant un regard sur le nexus santé et sécurité au travail. Nous avons constaté, en tout cas pour ce qui concerne Babali ici, une entreprise moderne au cœur du Kénédougou, à Ouroudara, qui respecte un certain nombre de normes en termes de sécurité et santé au travail. Et nous avons aussi pu constater les normes en termes de traçage et en termes de prise en charge pour ce qui concerne l'ensemble des employés. Donc c'est avec satisfaction que nous avons visité cette entreprise, mais nous leur demandons que dans le cadre de la sécurité et santé au travail, qu'ils puissent rester en contact avec notre direction régionale qui est chargée du travail dans le Guirigou, qui est donc basée à Bobo. Et c'est de féliciter donc l'ensemble des acteurs qui interviennent, c'est-à-dire que ce soit le personnel de la direction, que ce soit le personnel chargé de la question du dialogue social, à maintenir le dialogue de telle sorte que nous puissions avoir une entreprise qui tienne tous ses paris pour ce qui concerne la production au niveau de la région. Cette visite du ministre Traoré est perçue chez ces industriels comme un signe d'espoir et de reconnaissance, tant elle permet à l'autorité
de toucher du doigt les réalités du tissu économique de la cité du Verger. Il faut dire que nous sommes très très heureux parce que ça ne se fait pas tous les jours. Une autorité qui passe pour encourager les travailleurs, ça laisse des traces. Donc je profite de ce micro pour vraiment remercier l'ensemble des autorités, aussi centrales que régionales, pour cet acte-là. De la coopérative Copac à Babali et Dafani, le ministre repas édifié des installations et autres équipements, mais surtout par la qualité des prestations de ces unités. Mieux, ce sont plusieurs milliers d'emplois créés et des contributions non négligeables dans l'assiette fiscale. Et comme dernier acte de cette visite, ces signatures des livres d'or en guise d'encouragement. Route nationale numéro 7. Il est minuit moins le quart ici à Banfora, localité située à mi-chemin entre la frontière ivoirienne et Bobo-Dioulasso. À cette heure de la nuit, la ville est endormie. Mais attention, des camions de transport de marchandises en stationnement et en file indienne à l'entrée sud attisent la curiosité. Sur place, nous assistons à ces échanges entre le commissaire principal Mahama Kaboré et ce conducteur, Ibrahima Traoré, qui circule sans ses documents de transport. Est-ce qu'actuellement vous avez vos documents avec vous? Non, non, non. Alors, ces engins que nous avons sous la main en termes de dimension par rapport au règlement de l'UEMOA sont en tout cas dans l'irrespect total en termes de largeur, de hauteur et de longueur. Nous sommes arrivés à l'issue de nos investigations que ces camions ont effectivement été contrôlés au niveau du paysage de Niangolo et après verbalisation par rapport aux fautes, ils se sont soustraits pour se retrouver ici à Banfora. La preuve en est qu'ils ne détiennent pas tous le document afférent à la circulation de leur engin. Et nous avons compris également qu'au niveau du poste de paysage, les documents sont retenus par le personnel de l'ONASER qui y travaille. Et s'ils se retrouvent là, ça veut dire qu'ils se sont dérobés du dispositif de contrôle. Les hommes du commissaire principal Kaboré passent au peigne fin les dimensions de ces mastodontes de la route. Longueur, largeur et bien sûr la hauteur. Conformément au règlement 14 de l'UEMOA, un règlement entré en vigueur depuis le 1er août dernier. Le constat est sans appel. Ce camion, par exemple, est pratiquement au-delà d'1 mètre de hauteur de la norme autorisée. Tous les autres véhicules interceptés cette nuit-là sont tous hors normes. Tous ces usagers de la route qui sont en déphasage de la réglementation vont subir de plein fouet la réglementation en vigueur. Que c'est le lieu pour nous d'appeler à tous ces acteurs-là que chacun a intérêt à respecter cette réglementation. Si on constate qu'il y a des acteurs qui se croient tout permis et qui sont dans la récidive, on pourra peut-être même, voilà, comme l'autorité l'a dit, pourquoi pas aller à des étapes encore plus sévères, saisir la cargaison. Tout conducteur de véhicule en surcharge devra s'acquitter d'une amende irrélative, puis procéder au transbordement à ses frais dans un délai de 24 heures avant autorisation de circuler. Idem pour les véhicules hors gabarit. Au ministère en charge de la sécurité, l'on veille au grain. Tout agent public ou contrevenant lié d'une manière ou d'une autre à la réglementation 14 UEMOA subira la rigueur de la loi.